toutes et à tous et bienvenue dans la grande galerie francophone sur TV5 Monde avec toute la bande. Nous vous proposons de revivre quelques-uns des temps forts de cette saison avec nos invités, des invités exceptionnels, Isabelle Carré, Louise Bourgoin ou encore le créateur Jean-Charles de Castelbajac. Tous nous parlerons de leur rapport et de leur amour de l'art. Et puis nous vous présenterons de nouveaux artistes à découvrir absolument. C'est tout de suite dans la grande galerie francophone. Salut les amis, les passionnés, les experts en art. Nathalie Lesage, un mot te définit, c'est la curiosité et un regard décalé sur l'art. Il y a évidemment Lauriane Mélière. Bonjour. Qui crée des ponts entre le passé et notre présent. Fabrice Bousteau, le boss, le maître, rédacteur en chef de Beaux-Arts Magazine. Et Margot Bétou, devenue la mémoire vive de cette émission. Vous m'avez manqué cette semaine. Toi aussi, tu nous avais manqué. Et au bonheur de retrouver Charlie au piano. Salut Charlie. Salut. La star de Madame Arthur, Charlie Vaudou. Quelle est ton humeur, ton état d'esprit en ce début d'émission? L'humeur du jour, alors moi, tout ce désordre et tout ça, ça m'intéresse pas trop. Moi, je suis plutôt feel good et à la fois super sexy. D'ailleurs, si tu veux avec moi, Nathalie. Si viens me chercher au Je car. crois qu'elle est de chez toi. Allez. C'est parti. C'est quoi cet accent? Ouais, j'essaye de faire ce que je peux. Je suis désolé, appropriation culturelle, désolé. You make me feel good. Ta main sur ma taille. Ensemble dans le taxi, c'est vraiment super sexy. You make me feel nice. Merci Charlie. C'est pour ça que je ne chante pas, Ali. Michel Hazanavicius, une question rituelle, on commence toujours par là. Qu'est-ce que l'art apporte à votre vie? Est-ce que c'est un supplément d'âme ou est-ce que c'est indispensable, nécessaire à votre existence? Très difficile de répondre à cette question parce que c'est très difficile à identifier, mais je dirais que si on prend le truc à l'envers, je dirais qu'un monde sans art serait absolument insupportable. Donc je crois que c'est indispensable. Je suis né vraiment pour être artiste. J'aurais pas imaginé un autre métier, un autre mode de vie. Et être artiste, ça veut dire s'enthousiasmer pour des tas de choses, pour la beauté, pour un mode de vie. Non, être artiste, c'est... Je sais pas comment vous pouvez vivre si vous n'êtes pas artiste. Voilà. Mais vous êtes né dans l'art et vous avez grandi dans l'art. Racontez-nous ça parce que vous avez des parents. Oui, mon Artiste, père était designer, il peignait, il peint toujours, il sculptait, il faisait aussi des dessins japonais, il a beaucoup travaillé au Japon. En fait, et contrairement à beaucoup d'enfants qui détestent les musées, vous avez passé votre enfance à vous promener dans les musées. Passé mon enfance dans les musées d'art moderne. D'art moderne, voilà. Beaubourg. Surtout Beaubourg, ouais, mais d'autres musées, on y allait tous les week-ends en fait. Et on adorait ça parce que c'était une époque dans les années 70 où il y avait l'explosion, l'arte povera, l'art conceptuel. Donc c'était très amusant de voir un bidet et qu'on nous explique que c'est de l'art. On trouvait ça très rigolo quand on était enfant. Je suis né dans une famille amoureuse des arts. Notre mère nous emmenait chaque semaine dans les musées et notre père qui achetait des revues, des livres, qui était amoureux des dictionnaires. Chaque fois qu'on citait le nom d'un peintre, allait chercher un livre pour nous montrer les images. Il nous a initiés au plus grand, de Rembrandt à Soulages. Je sais, depuis que j'ai 7 ans, qui est Soulages. Soulages, c'est quoi? C'est avant Soulages, le noir, c'est Black is Black. Après, avec Soulages, c'est... Soulages, au début, commence à peindre des tableaux noirs, mais avec du rouge, avec du vert, avec des couleurs. Et puis un jour, il se rend compte qu'un tableau tout noir, il capte la lumière. Et qu'en fait, le noir seul va créer des reflets selon la journée, selon la nature de la lumière, qui vont faire donner à ce tableau noir des reflets rouges, verts, bleus, jaunes. Et c'est une expérience. C'est pour ça qu'après, il crée ce terme d'outre noir, parce que l'outre noir, c'est une dimension quasiment métaphysique, sacrée. Il y a quelque chose de spirituel, il y a une grâce, il y a quelque chose qui nous échappe dans son travail, mais en même temps assez apaisant. Vous êtes devenu pote d'ailleurs. Je ne sais pas si on peut dire pote avec un aussi grand, un monument
Ouais. de l'art contemporain qui était Pierre Soulages. Oui, qui m'impressionne au plus haut point. Un jour, en sortant de son atelier, il me met la main sur l'épaule et il me dit « On devrait se dire tu, on fait le même métier ». Ah, je dis, c'était bon, alors c'est devenu Pierre, Pierrot et Philou. Non, il m'appelait pas Philou, il m'appelait Philippe. Un jour... Et vous avez exposé dans son musée à Rodez, ce qui est quand même exceptionnel. Ce qui est, pour l'instant, une expérience unique parce qu'il n'y a pas d'autre artiste vivant qui a eu l'honneur d'accrocher toiles et tableaux dans l'espace permanent Soulages. C'est hallucinant. Un jour, on était dans son atelier aussi et je lui ai dit « Pierre, tu sais comme ton travail m'impressionne, ce qui est la vérité. » J'étais... pétri d'admiration. J'ai dit, mais tu dois admettre une chose cependant, c'est que mes tableaux sont plus drôles que les tiens. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a admis, il a ri et il a dit, je le reconnais volontiers. Charlie, si Soulages était en musique? Mais alors, moi, il y a un tableau que j'adore, voilà, c'est celui-là. C'est pas forcément mon préféré, mais c'est le premier que j'ai vu au CDI, au collège. Et je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi. J'ai toujours vu un piano, un clavier, avec un piano et les pieds du piano et le tapis rouge du théâtre. Tu sais ce que c'est marrant, tu sais ce que je vois, moi? Tu vas me le dire. Une arme. Ah oui. Mais tu sais que c'est pareil. Et en musique, Charlie? Eh bien, je sais pas, moi j'ai entendu Satie, tu vois, on parlait de synesthésie, la correspondance avec les sens, et justement, il y a cette gnossienne que j'adore avec des petites sonorités orientales comme ça. Attention, tu vas tomber, toi, hein. Merci Charlie. Merci infiniment. Et comme d'habitude, chaque membre de l'équipe nous révèle sa dernière claque artistique. C'est la claque. Et on commence avec toi, Nathalie. Ah, vous savez, moi, je me suis autoproclamée gardienne de votre cœur d'enfant à tous parce que c'est très important. Merci. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui de vous inviter dans une forêt enchantée, car oui, elle existe et je dirais même qu'il y en a partout dans le monde. Donc, pour ceux qui nous regardent à travers la planète, j'ai plusieurs adresses pour vous. Et c'est les parcours nocturnes et en extérieur du studio de création Moment Factory, accessoirement québécois, hein, car qui d'autre pour, qui d'autre que pour combiner entertainment et forêt. Et qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des circuits de nuit où tout prend vie autour de nous. Regardez, c'est avec des animations, des projections, des sons, de la musique. Ça peut être dans des parcs, dans des zoos. Moi, je suis allée à La Villette à Paris qui vient tout juste d'ouvrir, mais il y en a d'autres en France, au Canada, aux États-Unis. Bref, vous avez l'embarras du choix. Et croyez-moi, c'est une expérience hallucinante. On ressort de là, mais pété, mais comme d'éblouissement, parce que ça nous donne un gros shoot d'hormones du bonheur. C'est bien sûr pour toute la famille. Et là où on se parle, il y en a une dizaine à travers le monde. Ça s'appelle soit Light Circle ou Lumina. Donc, allez-y. Merci, Nathalie. Lauriane, tu applaudis ta claque? Alors, ma claque, moi, elle nous emmène à Bruxelles où un artiste céramiste, Jacques Monroe, m'a fait un petit peu perdre la raison parce que si vous voyez ces images, vous vous dites quoi? C'est du carton, du papier, du scotch? Pas du tout. C'est de la céramique. Et non, ce n'est pas du carton, c'est de la céramique. On peut verser de l'eau à l'intérieur. Et en fait, c'est un artiste qui imagine des trompe-l'œil. Je trouve ça absolument dingue. Lui, c'est un ancien directeur artistique qui a tout quitté pour revenir à la création, au geste. Enfin, c'est aussi d'ailleurs l'histoire de sa famille. Il y a beaucoup d'artistes. Et sa signature est complètement folle. Donc, on imagine que c'est du carton. Il a passé des années à développer ce style. Et on peut le voir en ce moment à la galerie Project à Bruxelles. Et en fait, ce que j'aime, c'est que vraiment, il donne une âme à des objets du quotidien. Il remet une poésie dans des matières ou des matériaux qui normalement ne méritent pas tellement notre attention et on regarde différemment, presque curieusement. Donc c'est Jacques Monroe, AUD, rien à voir avec Marilyn, à la galerie Project à Bruxelles. Ça vous plaît, Louise? Beaucoup. J'adore la céramique. Oui. Fabrice? Alors, je ne sais pas, Alice, si vous savez, et Louis, si vous savez aussi que dans les années 50, il y a une sorte d'anthropologiste un peu dingue, mais génial, qui a essayé de savoir si les animaux étaient potentiellement des artistes. Alors, il a donné de la peinture, des pinceaux, à un chimpanzé qui est devenu très célèbre. Ah, mais j'ai vu ses œuvres à la Fondation Leclerc à Landerneau.
Voilà, pour l'exposition Animals. Qui s'appelle Congo. Et ce chimpanzé, à un tel point, c'est que Picasso a acheté des Congos. Il a peint plus de 400 toiles. Mais là, je ne vais pas vous parler des animaux artistes, mais des animaux acteurs. Parce qu'il y a un truc complètement fou. Quand j'ai vu les images, je me suis dit, c'est dingue. C'est le Nikon Comedy Prize. Vous voyez des images. Et en fait, qui dans le monde entier prend des photos et célèbre les photographies les plus drôles d'animaux. Ouais. Et c'est complètement délirant, puisqu'en définitive, on voit des oiseaux qui se transforment en glisseurs, des kaolins qui se tirent la langue, des écureuils qui ressemblent, qui sont en train de danser, des chimpanzés qui dansent, des oiseaux qui se clouent le bec, bref, une sorte de bestiaire complètement hallucinogène. C'est génial. Qui ferait penser que, après tout, eh bien, les animaux sont d'aussi bons acteurs que les humains. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça? Je sais pas comment je dois le prendre, mais... Oui, mal. Oui, bon... Non, bien. Margot. Moi, je voulais vous parler de France Bizot, une artiste que j'adore parce qu'elle s'approprie, elle détourne un de mes objets préférés, le livre Gallimard. Vous savez, c'est la collection NRF culte avec la couverture blanche. Et, voilà, et le cadre rouge. Et donc, elle peint par-dessus, ça devient son support de création. Moi, je collectionne frénétiquement ces livres, donc forcément, ça me parle. Et puis, je trouve ça astucieux et ingénieux de sortir comme ça du cadre. Elle peint aussi sur de la faïence. On peut découvrir son travail en ce moment à la galerie Backslash à Paris, jusqu'au 20 décembre. Et alors là, c'est vraiment le culte du trompe-l'œil. Hein, voilà, c'est en 3D. Ça nous explose au visage, ces objets du quotidien, ce jaune coulant. Il y a des steaks aussi très saignants. Enfin voilà. Mais il y a une modestie dans son travail qui me parle. J'aime la façon dont elle traite le relief avec précision. C'est impressionnant, c'est extrêmement minutieux. C'est très minutieux, c'est très charmant. Et puis, je sais pas, c'est assez méditatif en fait de ces supports qui sont sans cadre. C'est surprenant au départ, mais en fait, on s'y plonge. Et puis voilà, c'est une petite claque, un coup de cœur. Merci. Charlie? Moi, la mienne de claque cette semaine, c'est un peintre allemand qui s'appelle Volker Hermes. C'est un peintre qui est né dans les années 70. Et voilà, ce qu'il fait, c'est qu'il reprend des tableaux à la fois de la Renaissance en y incluant des éléments qui vont du 16e au 19e. Et alors, son truc à lui, pour cette expo-là en ce moment qui s'appelle Hidden Portrait, voilà, c'est qu'il prend tous ces atours, tous ces artifices et ornements qui appartiennent à un statut social et tout est très exagéré, ça devient ridicule, ils ont les visages mangés par les fraises, des rubans partout, des étoffes partout dans tous les sens, voilà. Et je pense que ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui parce que si on avait gardé ces codes-là, vu qu'on aime bien asseoir son statut social, on ressemblerait sûrement à ça et ce serait quand même cool dans la rue de ressembler. Il est temps de retrouver le Viseur Expert. Le musée Beaux-Arts de Bruxelles organise une exposition extraordinaire sur les œuvres du peintre Goya. Qui était Francisco de Goya? Vous n'avez pas les bases, voici le Viseur Expert. Et aujourd'hui, je vous emmène à Bruxelles pour l'exposition Luz y Sombra, Goya et le réalisme espagnol qui se déroule à Beaux-Arts, qui est le musée des Beaux-Arts, et pas le musée de l'orthographe, comme vous pouvez le constater. Francisco de Goya, grand peintre espagnol, né en 1746, on le voit ici sur un autoportrait. Autoportrait qui nous permet de nous rendre compte que la mode des pantalons extra slim ne date pas des années 2000. Soyons honnêtes, Goya, c'est plutôt sombre. Il représente tour à tour la guerre, la peste, des sorcières qui mangent des enfants. Goya, c'est le Game of Thrones de la peinture. L'un de ses tableaux les plus connus, c'est Saturne dévorant son fils. Si vous allez voir l'exposition avec des enfants, prévoyez dans le budget une quinzaine d'années de thérapie par la suite. Mais il peignait aussi beaucoup de gens du peuple. Ici, tête dans un paysage, qui nous prouve qu'au XVIIIe siècle aussi, on faisait des selfies mal cadrés. Mais tout n'est pas sombre chez Goya. Regardez la magnifique duchesse d'Alba, dont on se dit que plutôt que de poser pour un peintre, elle aurait mieux fait d'emmener son petit chien chez le toiletteur. On se retrouve tous à Bruxelles, à Beaux-Arts, pour voir Goya. Ce matin, un petit chien va chez le toiletteur. On va aller se promener dans la galerie de la Grande Galerie francophone.
Ça, par exemple, ce sont 2 tableaux que vous avez amenés d'un peintre. Ouais, de Bellini. Bellini. C'est un des plus grands peintres de l'histoire de l'art et du monde. Et un des 15e siècle. 15e siècle. Et un des 2 tableaux a été peint au 15e siècle. Et la seconde œuvre a été imprimée dans notre usine il y a quelques mois, exactement. Et donc, vous faites le test pour savoir qui saura reconnaître l'original de la copie, parce que c'est reproduit à l'identique, c'est-à-dire qu'on voit les imperfections, on voit le tracé du tableau. D'ailleurs, j'aimerais bien que Hector... J'arrive, l'expert arrive. L'expert et Fabrice, venez les amis, les 2 experts. Donc là, on a l'œuvre de Bellini. Ouais. Donc il y a l'original du 15e siècle et il y a la reproduction par John Dodland. Exactement. Ne me dites pas lequel est lequel. Et si vous trouvez lequel est le vrai. Et si vous trouvez lequel est l'original et la reproduction. Et vous avez déjà fait le test avec plusieurs 5. Ouais, on a fait le test. Et ils galèrent les 2 là. Fabrice penche pour la gauche. Non, moi, Hector. Je pense que celui-là, c'est la production. Fabrice, je l'ai entendu chuchoter, c'est celui de gauche. La difficulté, c'est pour que les téléspectateurs comprennent, c'est que dans les 2 tableaux, il y en a un qui est plus lumineux dans les couleurs et l'autre qui est plus effacé. C'est l'éclairage. Ça, c'est la responsabilité de l'éclairage du plateau. Bon. Donc, on aurait tendance à penser, en définitive... Mais la proportion n'est pas tout à fait la même. Je pense que... Ah non, mais il faut y aller maintenant. Voilà, je pense que celui-ci, c'est l'original. C'est lequel? L'original est ici. Ah, donc bravo Fabrice. Fabrice avait raison. C'est donc à gauche que se trouve l'original de Bellini du 15e siècle. À mon avis, ça doit être école Bellini, ça peut pas être Bellini. Ah oui, c'est Serge Bellini. C'est Serge Bellini. Mais en tout cas... donc c'est vrai qu'il faut une vraie loupe et même plus que ça pour repérer. Alors je vais vous inviter à vous rasseoir, mais John, venez 2 secondes parce que vous travaillez aussi directement avec des artistes contemporains, ouais. Margot. Ils sont encore là-bas en train de discuter. Hein. Ils sont toujours en train de débattre du vrai et du faux, alors que John... Alors, différence entre copie et reproduction. Exactement. On peut pas nommer cela un faux, mais c'est pas un faux. C'est une reproduction. C'est dans un cadre légal qui est très précis où en fait on respecte les lois et les règles des reproductions. On a un contrat avec le ministère de la Culture français. Vous avez donné l'autorisation de faire un faux, quoi. On donne l'autorisation de faire une copie ou une édition ou un multiple. Et en fait, c'est rendre l'intensité de l'art et c'est rendre la possession de l'art accessible à tous. On va maintenant accueillir l'une des grandes stars du street art aujourd'hui. Il est mondialement connu, il a des millions de followers, ses vidéos ont été vues des dizaines de millions de fois. Sa particularité, il trace toujours 3 lignes blanches et courbées depuis une dizaine d'années sur absolument tous les supports. Il a collaboré avec les plus grandes marques. Jordan, comment est-ce que ces 3 lignes, elles sont apparues dans votre vie? On va les voir apparaître à l'écran. C'était il y a plus de 10 ans. Oui. Elles sont apparues, mais je pense qu'elles étaient en gestation depuis tout petit déjà. Parce que je cherchais une règle d'or pour un peu représenter ce qui était autour de moi. Ou la nature, ce qui était autour de moi. Et en fait, j'ai cherché, mais j'étais beaucoup dans la ligne droite. J'ai cherché une grosse partie de ma vie, et jusqu'à 10 ans où j'ai abandonné la ligne droite pour la ligne courbe. J'en ai fait une première, une deuxième, une troisième. Et là, il y a eu un peu ce que disait Amanda tout à l'heure, une sorte de... D'orgasme? Non, pas tout à fait. mais vraiment ce truc-là de l'évidence, en fait. Quand je revois mes premiers dessins, d'ailleurs, je ne les ai pas encore montrés, mais j'aimerais vraiment les montrer, je me dis, mais comment j'ai pu parier là-dessus? Parce c'est vraiment pas beau, mais maintenant je les trouve, c'est précieux pour moi. Oui. Mais comment j'ai pu parier? Parce que c'était pas encore équilibré, c'était pas du tout harmonieux, mais pourtant il y avait déjà là cette petite règle là qu'il fallait encore travailler, encore et maintenant. Voilà, c'est après 10 ans de travail, quoi. Et alors, on a la chance et on a le bonheur justement de vous voir créer et de vous laisser créer une œuvre ici en plateau. Vous allez aller rejoindre le piano de Charlie et créer une œuvre avec nous en temps réel sur le piano. Mais en attendant, je vous propose à présent de faire un point sur l'actualité culturelle. C'est la Petite Galerie et c'est signé Karim Rarbage. De la vaisselle, des légumes et de la pâte à modeler. Des fois, je peux sculpter 4-5 heures par jour sans arrêt. Retour sur ce que l'art a fait de plus fou cette semaine, c'est la Petite Galerie.
Et on commence avec le Fololo. Cette semaine, focus sur Rob Stratti, un artiste américain qui a trouvé une façon originale de sublimer les accidents du quotidien. Ouais, il prend des assiettes qui ressemblent au service de ma grand-mère, il les fracasse et à partir de là, il prolonge leurs motifs directement sur un tableau, à l'encre, au gré de son inspi. Résultat, des compositions aussi fragiles que poétiques. Et nous, on a voulu savoir d'où lui est venue cette super idée, alors on l'a directement contacté. Ma femme a cassé une assiette dans la cuisine et soudain, j'ai eu une vision. J'ai souvent des visions et je me suis dit que j'allais faire quelque chose de cet accident. Yes, bravo pour la vision et avec une telle cote, Rob, il peut clairement dire merci à Madame Stratti. Suivez-le, c'est notre fololo de la semaine. Et on continue avec l'incruste. Aujourd'hui, on squatte l'atelier, enfin la chambre de Brice Savina, un artiste sculpteur qui fait des choses incroyables. Ouais, il a fait tout ça avec ses mains et à partir d'une matière un peu spéciale, l'argile polymère. La pâte ne sèche pas en elle-même, elle séchera uniquement quand elle est cuite. Yes, c'est ma boule. Chaque figurine lui demande 6 semaines de taf et il y met tout son cœur. Brice, c'est le Rodin de la pâte à modeler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'ultra-réalisme, permettre de donner une émotion. Et ce cinglos est tellement perfectionniste qu'il a lui-même sculpté. De quoi sculpter? On ne trouve pas forcément les outils dans le commerce, donc j'ai réalisé moi-même certains outils. Donc ça, ce sont des aiguilles qui sont courbées, une corde de guitare courbée, des petites spatules, donc ce sont des clous qui sont aplatis. Le voir travailler, c'est de la satisfaction en barre. Regardez-moi ces détails, c'est complètement fou. Et le pire, c'est qu'artiste, c'est même pas son vrai taf. L'art, ça paye pas beaucoup. Je travaille dans la banque, je suis conseiller financier, je m'occupe des sociétés. Comme quoi, on peut bosser dans la finance et avoir des émotions. C'est vraiment accessible à tout le monde. C'est vrai, d'ailleurs moi, je m'y suis mis et j'ai fait pas mal de progrès. Je vous mets au défi de distinguer ma sculpture de celle de Brice. Je vous laisse choisir votre préf. Et on termine avec la dinguerie. Aujourd'hui, focus sur Millie Pampini, une artiste peintre britannique, spécialiste du body painting et du trompe-l'œil. Ses principaux supports, son visage, son corps, les objets qui l'entourent. Son truc, c'est de se camoufler dans son décor derrière une banane, un œuf, une aubergine ou un steak. Tout ce qu'il y a dans son frigo y passe pour réaliser ses performances dans un style qui lui appartient. Alors déjà, il y a du niveau, hein, mais Millie, elle adore se rajouter des petites contraintes techniques. Yes, la meuf s'auto-peint avec sa bouche et même son nez, c'est plutôt balèze. Bon après, on comprend pas forcément toujours tout à ce qu'elle fait, mais on adore son énergie, sa liberté, sa douce folie. Là-dessus, la petite galerie ferme ses petites portes. À très vite. Merci Karim. Un commentaire, Philippe? Ah mais j'adore, elle me fait rire. Et bon, alors on disait l'art et le rire, ça va pas toujours ensemble, mais il y a des fois. Et ce qu'il y a de merveilleux, je trouve, dans l'art, c'est qu'on peut admirer les autres. Contrairement au sport, on n'a pas d'adversaire. C'est pas un match qui doit être remporté par l'un ou l'autre. Tout le monde. Il n'y a pas de concurrence. Je pense pas. Enfin, moi, je le ressens pas comme ça. J'aime. Dans la BD, en tout cas, vous n'avez pas de concurrent. Non, vous avez tout écrasé. Non. J'aime admirer, surtout. Il y a des choses que je n'aime pas, j'en parle pas. C'est pas la peine. On va maintenant retrouver l'homme aux 2 millions de followers, Jordan Saget, qui vient de terminer son œuvre. Je vais le rejoindre au piano. Jordan. Alors, tu peux nous expliquer ce que tu as fait? C'est évident. Oui, non. Regarde, c'est moi. Alors, ce n'est pas un portrait de Charlie, mais là, on retrouve tout votre style et votre art de la composition. C'est ça, c'est ma signature visuelle. Et après, j'ai utilisé du blanc de meudon. C'est ce que j'utilise quand je fais dans la rue. En fait, c'est de la poussière de craie, de la poudre de craie en quelque sorte, qu'on utilisait au début du XXe siècle et encore maintenant d'ailleurs pour nettoyer les vitres. Donc, je badigeonne à mélanger avec un petit peu d'eau avec mon rouleau. C'est ça qui met sur les magasins en travaux pour pas qu'on voit C'est à ça, travers. sauf que la grosse différence, c'est que du coup, je le fais au rouleau en mousse. Du coup, ça laisse une petite particule très fine. Donc, on peut avoir aussi un effet un peu diaphane et pas quelque chose de trop opacifiant. Lorsque je dessine un ange dans la rue, certains murs m'interpellent, certains murs m'appellent. Je caresse la pierre, je caresse le médium. Et certaines rues ont encore
cette émotion du passé. Il y a quelque chose de quasiment mystique dans la manière dont vous parlez de l'art. Un peu, et je dirais même beaucoup, plus j'avance dans la vie. Par exemple, dans mon expérience de Notre-Dame, c'était mettre le visible au service de l'invisible. Oui. Comment peut-on arriver à cette dimension spirituelle? Et je pense que c'est ça aussi, c'est ce que me fait vivre l'art dans sa dimension de transmission ou dans sa dimension de ciment social. Vous restez avec nous. Bilal Hamdad crée l'événement en ce moment au Petit Palais à Paris avec une exposition absolument formidable et qu'on vous recommande chaleureusement. Paname, avant de l'accueillir, son portrait. En 3 mots, c'est signé Damien Cabrespine. Bilal Hamdad, en 3 mots. Mot numéro 1, urbanité. Bilal Hamdad aime les villes surpeuplées, les âmes seules, les stations de métro et les terrasses de café. Un reflet de nous ou de la société ou de ma vie quotidienne. Bilal Hamdad croque l'urbanité, ses toiles sont une célébration de vie anonyme. Peindre la chair, les expressions, c'est la base de mon travail. Mot numéro 2, virtuose. Formé aux Beaux-Arts, Bilal Hamdad multiplie les clins d'œil aux grands classiques. Velázquez ou Manet, Géricault ou Courbet, les grands maîtres ne cessent de l'inspirer. J'aime bien ce mélange entre le passé et le présent. Ces toiles immenses multiplient les références incongrues et les hommages dissimulés. Bilal Hamdad est un virtuose qui mêle héritage et modernité. Et enfin, mot numéro 3, vif. Bilal Hamdad peint à partir de photographies prises sur le vif. J'utilise mon appareil photo comme un carnet de croquis. Ces toiles sont des instantanés, leur naturalisme saisi, leur poésie éblouie. Mes peintures, c'est un témoignage de mon époque. Urbanité, virtuose, vif. Ces 3 mots vous conviennent? Les 3 mots, ça me convient très bien. Mais peut-être je retiens urbanité parce que mon travail, ça commence dans la rue. Il y a le rapport avec la rue, la ville. Et en fait, il y a un rapport avec l'humain. Et vraiment, ça commence dans la rue. Vos peintures, elles sont exposées en ce moment dans une expo qui s'appelle Paname, comme Paris. Vos toiles, elles sont souvent monumentales, elles sont accrochées au milieu de celles de Courbet, par exemple, de très grands noms de la peinture. 21 toiles qui représentent le Paris d'aujourd'hui. La station de métro Barbès-Rochechouart, elle est somptueuse, c'est une toile, c'est une peinture, ça n'est pas une photo, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Il y a des livreurs à vélo, des serveurs, des agents de nettoyage. C'est notre société, c'est le monde tel qu'il va qui vous intéresse? Effectivement, en fait, ce qui m'intéresse, c'est le rapport de l'humain avec la ville, avec la rue. Et moi, en fait, je commence toujours, j'observe, je regarde les altitudes, les visages, le comportement. Et une fois à l'atelier, j'essaie d'interpréter ça en peinture.